Mazu, Wena Walungako, Kimbo Walembo Kunga, Wena Kuku, Rata Jalembo Sangi, Jena Namuela Ku, Ndoya Lembo Totoya, Yena Kuku. Je passe directement au thème donc, qui est le mien, aménagement du pouvoir et construction nationale. Il est d'usage, notamment, disons, dans l'approche académique, de commencer par expliquer les concepts. Soyez rassurés, je ne vais pas me lancer dans des controverses doctrinales parce que, en sciences sociales, chaque notion fait l'objet de controverses. Je me limiterai surtout parce que la communication est réduite à 10 minutes et là encore parce que je m'attendais à une trentaine à peu près à dire l'essentiel. Alors donc, pour aller tout droit, qu'est-ce que j'entends par aménagement du pouvoir et qu'est-ce que j'entends par construction nationale? Quand on parle d'aménagement du pouvoir, il s'agit de la façon dont en fait les pouvoirs sont répartis. Et si je devrais très tôt préciser ce terme, au lieu de dire aménagement du pouvoir, j'aurais dit réaménagement du pouvoir et vous comprendrez pourquoi par la suite. Et quand je parle de construction nationale, on peut l'entendre effectivement de différentes façons, mais ici je l'entends sous l'angle où l'ont expliqué eux-mêmes les pères des indépendances africaines. C'est-à-dire que quand on parle de construction nationale, on voit essentiellement l'unité nationale et le développement. Pour aller tout droit et pour couper court à la controverse. Autrement dit, la question qui est posée, c'est celle qui consiste à trouver le meilleur aménagement du pouvoir pour permettre aux États africains d'assurer effectivement les ambitions qui sont les leurs depuis les indépendances et qui, on le reconnaîtra, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que pratiquement 58 ans après les indépendances, sont loin d'avoir été remplies et c'est un euphémisme. Alors, la question qui pourrait se poser, ou plutôt les questions qui pourraient se poser, ce sont les suivantes. Premièrement, y a-t-il un lien entre mode d'aménagement du pouvoir et construction nationale? C'est-à-dire, est-ce que la manière dont effectivement les pouvoirs sont aménagés ont un effet direct sur la construction nationale? Et également, c'est controversé. Certains diront non, d'autres diront oui. Mais si j'ai choisi le thème, ça veut dire que moi, j'ai la conviction qu'effectivement, la façon dont effectivement on aménage le pouvoir a un lien sur les objectifs de construction nationale. Et s'il y en a qui pourraient douter, il n'y a qu'à voir la situation dans laquelle se trouvent la plupart des États africains pour comprendre qu'effectivement, il y a un problème d'aménagement du pouvoir, puisque, pour ne citer qu'un exemple, ce n'est un secret pour personne, tout le monde le voit que quand on parle d'une élection en Afrique, on se dit, ça va sonner, ça va saigner. Donc ça veut dire que il y a au moins un problème sur une question qui est celle donc de l'institution présidentielle et naturellement c'est sur ça que portera ma question. Deuxième interrogation que l'on pourrait se poser, c'est celle de savoir les crises vécues en Afrique, les problèmes, disons, qui se posent en Afrique, que ce soit ou bien sous l'angle effectivement de l'unité nationale ou... C'est bon? Voilà. Que ce soit sous l'angle de l'unité nationale ou sous l'angle du développement, ne sont-ils pas liés au problème des hommes? Est-ce que c'est un problème d'organisation institutionnelle? Là également, ma conviction est toute faite. On ne peut pas les séparer. Entre l'éthique et les modalités d'organisation du pouvoir, il y a un lien. Et d'ailleurs, je me dis, si le mode d'organisation, le mode d'aménagement des institutions ne répond pas justement aux problèmes des hommes, à leurs faiblesses et leurs forces, ce qui veut dire que les institutions n'ont pas de raison d'être. Autre controverse qui pourrait être soulevée par la question, par mon sujet, c'est la suivante. Est-ce que c'est un problème général aux États africains? Parce qu'il est devenu presque classique pour tous les observateurs de dire, par exemple, que les questions institutionnelles, les questions d'instabilité, les questions démocratiques en Afrique sont essentiellement liées aux pays francophones et principalement dans l'ensemble des pays francophones, aux pays d'Afrique centrale. Parce que je vous le rappelle, contrairement aux idées reçues, depuis les indépendances, il n'y a eu aucune alternance en Afrique centrale. Aucune. Quand un président a été élu, il n'est jamais sorti du pouvoir. La démocratie a toujours été étouffée dans l'œuf. Donc 56 ans
sans alternance du pouvoir, ça pose un problème. Et bien entendu, puisqu'il y en a où ça essaie de bien marcher, notamment, disons, dans les pays anglophones, ou alors dans l'ensemble des pays francophones, des pays d'Afrique de l'Ouest, on peut dire que, oui, c'est vrai, ce n'est pas pour l'ensemble des pays d'Afrique, mais la question reste posée, quand même. Même en Afrique de l'Ouest, où on pense que les choses semblent aller un peu mieux que dans les pays, disons, d'Afrique centrale, l'organisation d'une élection présidentielle suscite toujours, vous me permettez l'expression, des boutons. Parce que l'on se dit, est-ce que ça va bien se passer? Autre question qui pourrait être posée, que j'ai souvent entendue de certains Africains, c'est celle qui consiste à dire, oui, est-ce que la question des institutions se pose ou mérite d'être posée dans un seul État? Ne vaudrait-il pas mieux voir la question sous l'angle panafricain, sous l'angle continental, autrement dit, noyer les questions institutionnelles dans la question panafricaine, dans la question continentale? Vous conviendrez avec moi que la question du panafricanisme africain a encore des années, pour ne pas dire des décennies, devant elle, alors que la question des institutions, c'est une question pratiquement immédiate, puisqu'il ne se passe pas une petite année sans qu'on organise, par exemple, une élection. Et donc, cela, c'était pour expliquer la raison pour laquelle, effectivement, je pense que la question est bel et bien pertinente et mérite d'être posée. Elle ne peut être solutionnée, mais, en tout cas, elle a sa raison d'être. Une fois ces questions, ces interrogations, ces problématiques balayées, alors comment est-ce que la question doit être abordée? Comment est-ce que le sujet doit être abordé? Eh bien, je pense, et c'est un élément qui participe également, disons, à l'intérêt du sujet, il convient, disons, de voir les raisons de cet aménagement, les raisons de ce réaménagement. Pourquoi, en fait, je pose la question du réaménagement des institutions africaines? Eh bien, vous le savez, je ne vous apprends rien, la plupart des pays africains, francophones principalement, et même ceux qui ne sont pas francophones l'ont fait, ils ont reproduit le mode d'organisation des pouvoirs publics de la Ve République. C'est-à-dire que tous les pays africains ont copié ou presque le système constitutionnel de la Ve République, avec donc un président fort. Même quand il est arrivé qu'il y ait un régime, dit-on, parlementaire, c'est-à-dire où le président n'est pas finalement élu, on trouve pratiquement toutes les dispositions de la Constitution française de 1958 qui consacrent le présidentialisme. Et ce que je vais dire répond justement à l'une des problématiques que j'ai soulevées en introduction. Quand vous regardez effectivement la Constitution française de la Ve République, elle répondait justement à des questions politiques qui s'étaient posées en France sous la Troisième et la Quatrième République. Principalement, la question de l'instabilité politique et la question de la suprématie du Parlement, parce que le Parlement était tout puissant sous la Troisième et la Quatrième République. Donc la Constitution française de 1958 et principalement les pouvoirs accordés au président de la République répondaient à une logique, à une problématique de l'histoire politique française. Mais, remarquerez avec moi que la plupart des pays africains ont reproduit ce modèle, ont reproduit, disons, le système constitutionnel français de la Ve République, sans lien avec leur histoire, sans lien avec leur culture, sans lien avec, je dirais même, les objectifs qui se fixent. Mais quand bien même, au moment de l'indépendance, on peut comprendre que, étant effectivement, disons, dans la recherche et n'ayant encore pas de précédent, qu'il se soit dit pourquoi pas. La question que je me suis posée après, c'est de savoir pourquoi, à l'occasion, par exemple, de ce qu'on a appelé au début des années 90, le printemps africain, on a reconduit le même modèle alors qu'après 3 décennies, effectivement, d'exercice du pouvoir, c'est-à-dire 1960-1990, le système avait montré ses lacunes et ses insuffisances. Autrement dit, si la France, la Troisième et la Quatrième République, qui avait donc, disons, inspiré le modèle, disons, du général de Gaulle de 1958, c'était l'hégémonie du Parlement. Eh bien, au contraire, 30 ans après les indépendances, c'est-à-dire donc au début des années 90, quand commence effectivement ce qu'on a appelé le printemps africain, quand effectivement, disons, on y arrive, on sait que les maux qui ont été vécus étaient la conséquence du présidentialisme. Ce n'est pas le parlementarisme, comme effectivement, disons, cela est arrivé en France et qui a inspiré la Ve République, mais en Afrique, c'était le contraire. Alors donc, à part là, on se pose la question de savoir, est-ce que les Africains, les experts africains ne se sont pas rendus compte de l'incohérence qui existait entre
la continuité du même modèle qu'on avait donc reçu en 1960, disons au moment de l'indépendance, et 30 ans après, au moment donc du printemps africain des années 90. Donc c'est la question que je m'étais posée et sur laquelle je m'étais dit, il y a vraiment un souci qu'effectivement, surtout que, au contraire, disons, des consciences des années 60 qui étaient, dit-on, selon les experts africains, notamment M. Blélé, que cette conscience avait été rédigée par les experts français. On sait quand même que les consciences des années 90, disons, nées du printemps africain, étaient l'œuvre des experts africains. Comment se fait-il qu'ils aient reproduit le même modèle sans tirer les leçons qui avaient été vécues pendant 30 ans, c'est-à-dire 3 décennies, qui étaient celles, effectivement, des excès du présidentialisme? Vous voyez que là, il y a un problème, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. La conscience de la 5e République, c'est la réplique ou la réponse contre le parlementarisme. En Afrique, on a vécu des années 60 jusqu'en 1990 des excès du présidentialisme, mais on reproduit le présidentialisme. Certains l'ont même renforcé dans le cas du Congo-Brazzaville pour la constitution de 2002. Première incongruité. Deuxième incongruité, quand on réfléchit effectivement, disons, sur les pouvoirs donnés au président de la République dans les pays africains, je suis là dans les raisons du réaménagement. Pourquoi effectivement je pense qu'il faut un réaménagement? Deuxième raison, quand vous regardez le président africain, l'image répandue auprès de tous, c'est que c'est un président fort. Mais la réalité, c'est que c'est un président faible. Il est faible pourquoi? Premièrement, donner autant de pouvoirs, c'est-à-dire qui sont donc, bien souvent, j'allais dire, qui sont autant que les pouvoirs du président français, mais en réalité, c'est parfois même supérieur au président français, parce que le président français, par exemple, lui, il a ses pouvoirs dans le contexte du multipartisme. Dans les pays africains, il y avait non seulement ces prérogatives qu'on appelait donc, disons, relevant donc du présidentialisme, mais il y avait le fait que c'était un parti unique. Donc il apparaissait parfois plus fort que le président français, alors qu'en France, il y a les contrepoids du genre, effectivement, l'opposition, il y a des médias qui sont effectivement... Alors là, ça va être un peu difficile. Bon, je vais aller vite, mais vous m'accordez dans 5 minutes. Voilà, donc parmi donc, les raisons, disons, du réaménagement, donc je vais plutôt les citer. Je disais qu'effectivement, trop de pouvoir pour un président qui est en réalité faible, il devient donc à peu près, disons, jouet entre les mains des puissances occidentales parce qu'il n'a aucun moyen de parade. Il devient également un jouet par rapport donc effectivement aux forces internes, notamment ce qu'on appelle trivialement ou tout simplement objectivement en Afrique, les tribus ou les régions. Il devient donc effectivement prisonnier de sa tribu, de sa région, parce que pour sa survie, ne comptant pas effectivement sur la stabilité des nations, il est obligé donc de fonder, donc, disons en quelque sorte, le fonctionnement de son pouvoir sur les forces internes. Là, nous sommes dans les raisons, et je pense qu'effectivement, autant de pouvoir pour un président qui est faible, en réalité faible, c'est une erreur. Alors, il y a également, donc je viens de citer les raisons externes et puis les raisons internes assez rapidement. Alors, après donc les raisons du réaménagement, donc il y a ce que je pourrais appeler donc les voies du réaménagement. Comment donc répondre? Quelles solutions? Il y en a plusieurs. Vous savez que quand vous regardez, disons, tout ce qui se dit dans les pays africains, il y en a effectivement qui pensent que, ben oui, il faut que le pouvoir tourne tout simplement parce que les sociétés africaines sont beaucoup plus animées par les régions et par les tribus que, ben oui, pourquoi pas, disons, un pouvoir qui tourne entre les régions. Je vous dis tout, c'est pas la mienne, je ne peux pas me lancer dans les explications puisque ça prendrait trop de temps. Je pense qu'il y a principalement 2 solutions. La première, ce serait rompre, ça c'est une évidence, c'est même l'objet, effectivement, disons, la toile de fond de cette communication. Il faut rompre avec ce modèle, mais passer par à peu près ce que moi j'appelle donc la présidence collégiale. Une présidence collégiale qui, naturellement, peut ou ne pas avoir un président au sens, effectivement, pensé du modèle. On commencerait dans une première étape, disons, on peut étalonner, on ne peut pas fixer, disons, les années de façon, effectivement, disons, mécanique, mais on peut dire... Première étape, pourquoi ne pas aller des régions naturelles où effectivement, chaque région, je prends une hypothèse, c'est celle du Congo que la plupart connaissent ici, où il y a 10 régions, on commencerait par dire, eh bien chaque région, disons, élit son président et après on se retrouve grosso modo avec donc 10 présidents qui formeront un collège donc présidentiel, un conseil présidentiel, un peu comme on en retrouve en Suisse. Eh bien au sein de ce collège, naturellement, il y aurait une certaine préséance qui serait établie, mais enfin ce serait donc un collège. L'avantage, c'est lequel? C'est que, premièrement, on ne corrompt pas, disons, 10 présidents comme on corromprait, donc, effectivement, un seul. Deuxième avantage,
c'est le fait que toutes les régions se sentent représentées. Et que quelqu'un m'avait dit, mais oui, mais quelqu'un peut venir renverser un coup d'État. J'ai dit, mais oui, justement, quand il y a un coup d'État, l'avantage, quand effectivement toutes les régions se sentent représentées, c'est qu'il peut dire, ah ben non, on a touché à mon pouvoir. Quand je prends l'exemple de 97 avec le coup d'État qu'il y a eu au Congo-Brazzaville, on a quand même entendu beaucoup se dire, il vient d'être renversé, c'est-à-dire le président Issouba, mais les Congolais ne savaient pas qu'on vient de les dépouiller de leur pouvoir. Si c'était effectivement un collège présidentiel, c'est toutes les régions qui seraient en effervescence et qui se révolteraient véritablement. Donc là, ça donnerait un contenu beaucoup plus subjectif, effectivement, disons, à la désobéissance civile. Et je pense qu'il serait beaucoup plus dynamique que le contexte de l'heure où, effectivement, quand il y a un coup d'État, on se dit, c'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir de l'autre, même si tardivement, effectivement, ils arrivent à se rendre compte que, en fait, celui qui aura été renversé n'aura été que un prétexte, que la réalité c'était la prise du pouvoir, c'est-à-dire le renversement de la démocratie. Deuxième modèle en dehors donc, du collège présidentiel, je parle de la symbolisation de l'institution présidentielle, tout simplement, c'est-à-dire on aurait un président qui existerait symboliquement comme effectivement... Une minute. Mais qui n'aurait pas de pouvoir. Et effectivement, la question se pose de savoir comment on organiserait dans cet exécutif. Bon, là, c'est des détails sur lesquels, effectivement, je ne peux pas aller en détail. Mais enfin, les deux solutions que je propose, que je considère comme étant essentielles, c'est soit un conseil présidentiel, donc à peu près parce qu'effectivement, on ne peut pas transposer un modèle, à peu près, donc proche, disons, du modèle suisse, où effectivement, la présidence fonctionne comme un conseil d'administration, soit, disons, une présidence, disons, symbolique, où le président est là, mais n'a pas les manettes du pouvoir. Il y a plutôt un exécutif qui est contrôlé, aussi bien par le Suisse, c'est-à-dire symboliquement par un président qui a effectivement beaucoup de charisme, qui serait effectivement élu, mais qui n'a pas de pouvoir, mais qui serait également, disons, contrôlé par les différents contre-pouvoirs. Voilà, donc j'avais bien beaucoup à dire, mais je me rends compte que, effectivement, merci.